Alors, Marie-Hélène, alors si une petite précision, donc c'est moi qui vais faire l'animatrice de cet après-midi, et je vais surtout avoir le rôle extrêmement ingrat, après m'être fait plaisir avec cette petite présentation, d'être le maître du temps. Je m'en excuse par avance, mais c'est vrai que le contenu est très riche, donc je vais être chargée de garder nos intervenants dans le timing qui est prévu. Voilà. Donc, Marie-Hélène vous a présenté la plateforme 21 et elle a parlé de développement durable. C'est dans ce cadre-là qu'est organisé ce cycle de rencontres. Et du coup, en ouverture de chacune de ces rencontres, il nous est apparu important pour que vraiment on garde le sens de cette thématique développement durable et qu'on ne perde pas de vue que c'est bien de ce sujet-là dont on parle aujourd'hui, de faire, voilà, je ne vais pas vous faire un cours sur le développement durable, j'en serais bien incapable, mais en tout cas, remettre l'économie circulaire dans ce contexte-là, avant de démarrer sur la stratégie plus précise qui est l'objet de cet après-midi. Et comme d'habitude, je vais commencer par vous parler de ce que n'est pas le développement durable. En général, c'est le plus facile. Donc, nous vivons sur une planète qui a des frontières, qui est limitée, et qui a de fait un stock de ressources et également une capacité à assimiler tous nos rejets, tous nos déchets qui sont limités. Et sur ce système fini, on exerce, nous, communauté humaine, une pression qui, elle, est entrée depuis une centaine d'années dans une dynamique qui est infinie, qui est exponentielle. Je vous ai mis un certain nombre de cours, mais il y en a des dizaines comme ça pour illustrer cette pression exponentielle. La population humaine, mais également la consommation d'eau douce, dont on parle parfois moins. On va parler de consommation de pétrole ou de consommation de métaux rares. La consommation d'eau douce, ce n'est pas forcément ce qu'on prend comme illustration. Et malheureusement, il y a certains pays où c'est crucial. On peut également parler de la disponibilité des terres agricoles, qui est dans la même dynamique de destruction exponentielle. En dessous, on a des courbes qui illustrent l'utilisation croissante d'engrais, la concentration en gaz carbonique, l'extinction d'espèces. Enfin bref, on est vraiment dans cette dynamique exponentielle que ne peut pas supporter à long terme, ni même à relativement court terme, notre système fini de planète. Et ce déséquilibre global qu'on engendre par cette activité vient exacerber et accroître un autre déséquilibre qui est préexistant, qui est le déséquilibre de la répartition des richesses sur la Terre. Les ressources, qu'elles soient des ressources pétrolières, ressources minérales, sont réparties inégalement sur la planète. Le climat n'est pas aussi favorable partout qu'il peut l'être en France pour le développement de la société humaine. Et ce déséquilibre environnemental vient accroître encore ce déséquilibre de richesse. Je vous donne un exemple. Le monde occidental est le principal fautif en termes en tout cas, principal acteur du changement climatique, avec son mode de vie qui rejette énormément de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Ce changement climatique va aller impacter non seulement nous en France ou dans le monde occidental, mais va aller impacter d'une manière qui va être dramatique et qui est d'ores et déjà dramatique, des pays où déjà les conditions de vie climatiques sont d'ores et déjà extrêmement difficiles. Donc on voit bien le lien qu'il y a entre ces deux déséquilibres. Donc du coup on se dit, ça paraît être une évidence présentée comme ça, mais c'est pas possible de continuer de cette manière-là. Donc il faut réfléchir à d'autres modèles de fonctionnement de nos sociétés qui ne soient pas dans cette contradiction de base entre un système fini et un développement et un fonctionnement qui, lui, est dans une dynamique infinie. J'ai représenté sur cette courbe, j'ai repris en fait l'idée des courbes précédentes, une consommation de ressources qui croît de manière exponentielle, une production de déchets qui croît de manière exponentielle, et puis en parallèle une recherche de croissance du PIB qui est aujourd'hui considérée comme étant
je dirais, l'indicateur phare du développement de nos économies. Alors, je ne vais pas aller plus loin sans faire un petit aparté sur le PIB, parce que quand on parle de développement durable et qu'on s'appuie sur le PIB pour l'illustrer, il y a un petit anachronisme, me semble-t-il, qui nécessite d'en parler un petit peu. Le PIB, c'est un indicateur qui a été créé dans les années 30 aux USA pour mesurer les effets de la Grande Dépression, qui est arrivé en France plutôt après la Seconde Guerre mondiale, et en fait, dont l'objet est de quantifier pour un pays et pour une année la production globale de richesse de tous les acteurs économiques du pays. Alors, il y a un philosophe économiste qui s'appelle Patrick Vivray, qui dit que c'est un thermomètre qui rend malade. Et c'est vrai, parce qu'en fait, le PIB, il va croître également à chaque fois qu'il va y avoir une pollution massive, parce qu'il va y avoir des agents économiques qui vont intervenir pour corriger cette pollution et qui donc vont générer de la richesse, vont générer de l'activité. Il va s'accroître avec la production et la consommation d'antidépresseurs. On pourrait aller multiplier les exemples à l'infini, c'est-à-dire qu'il compte en positif également les effets négatifs de notre fonctionnement. Donc ça, c'est déjà une première chose à prendre en considération. Ensuite, c'est un indicateur de développement qui ne prend en compte que le développement économique et que la richesse purement économique et monétaire. Il ne tient absolument pas en compte toutes les autres richesses que peuvent représenter le fait de se cultiver, le fait de passer du temps avec sa famille, de bénéficier, de profiter d'espaces naturels préservés. Ça, ce n'est pas tenu en compte du tout dans le PIB. Et enfin, une dernière chose qui ne se prend pas en compte, c'est la diminution des stocks. Hein, on l'a vu tout à l'heure, notre mode de fonctionnement consomme les stocks de matières premières qui sont disponibles sur la Terre, et ça, c'est quelque chose que le PIB ne tient pas du tout en compte. Il y a d'autres indicateurs qui existent aujourd'hui, hein, l'IDH, l'indicateur de développement humain, qui a été structuré par le programme des Nations Unies pour le développement, et qui va prendre en compte la santé, donc le droit à bénéficier d'une vie longue et saine, l'éducation et le niveau de revenu. Et puis mais lui non plus ne prend pas en compte la diminution des stocks. Pour avoir un indicateur sur la diminution des stocks, il faut regarder l'empreinte globale, hein, ou le jour du dépassement, qui en fait calcule tous les ans à quelle date on a consommé l'équivalent de ce que la Terre était capable de produire. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il est à peu près à la mi-août. Donc à la mi-août, en 2014, on avait consommé tout ce que la Terre avait été capable de produire dans l'année. Voilà, je vais refermer cette petite parenthèse. Et tant pis, on va se baser sur le PIB. On n'a que ça pour le moment, donc on va l'utiliser. Et donc, les deux modèles vers lesquels, de manière assez simpliste, hein, pour arrêter cette incohérence dont je vous parle depuis le début, il y a deux possibilités. La première, c'est la décroissance. Décroissance, c'est-à-dire que si on arrête de produire et si on arrête de consommer, immanquablement, on va arrêter d'extraire des ressources et de rejeter des déchets. Si on arrête de produire des voitures, on ne consommera plus de pétrole, on ne fabriquera plus de voitures. Donc effectivement, c'est un mode de développement, enfin un changement de stratégie drastique. C'est vraiment retourner sur une vie hors consommation. C'est une possibilité. Il y a des personnes qui prônent cette façon de faire. Après, on la subira peut-être sans l'avoir choisie si, effectivement, on ne trouve pas des stratégies pour changer nos fonctionnements. Ce dont on va parler, ce dont on parle plutôt dans notre cycle sur l'économie circulaire, ce sont ces stratégies-là qu'on appelle des stratégies de découplage, qui sont en fait des stratégies qui cherchent à découpler le développement de la société humaine, hein, donc là le PIB, mais ayez bien en tête qu'il faut y inclure aussi la santé, la culture, l'éducation, de la consommation de ressources et du rejet de déchets. Donc on est plutôt dans ces stratégies-là, et l'économie de la fonctionnalité en est une parmi les différentes dont on vous a déjà parlé. Une autre façon de voir les choses, et donc là de rentrer dans ces notions d'économie linéaire et d'économie circulaire, c'est de dire aujourd'hui notre économie elle fonctionne comme un tuyau, de manière très linéaire. On a des activités
d'extraction et de transformation de matériaux, de production de biens de consommation, de distribution, d'utilisation. Mais il faut être réaliste. D'un côté, on consomme des matières premières et à l'autre bout, un jour ou l'autre, tous ces biens de consommation sont rejetés sous forme de déchets et en cours de route, ils génèrent un certain nombre de rejets gazeux, liquides, polluants. Et j'ai mis en bas également quelque chose qui me paraît extrêmement important, qui est que cette façon de faire rejette aussi et met sur le côté des populations ou des personnes, que ce soit dans les pays en voie de développement, ce que j'ai pu dire tout à l'heure, sur des pays qui se trouvent dans des difficultés de plus en plus grandes, mais également dans nos sociétés, des personnes qui sont laissées sur le côté de la route par nos modes de développement. L'idée de l'économie circulaire, c'est, de manière simple, de refermer ce tuyau sur lui-même, de manière un peu idéalisée, à ne plus consommer que des ressources renouvelables et ne plus rien rejeter dans la biosphère qui ne soit directement assimilable. Et de remettre au centre de cette économie l'homme, et j'aurais tendance à dire tous les hommes, et avec un droit à, comme l'indique l'indicateur de développement humain, à un niveau de santé, à l'éducation et à un niveau de vie correct. J'ai fini avec la philosophie. Pour replacer ce dont on va parler aujourd'hui dans, je dirais, le cadre global par rapport aux précédentes rencontres et puis faire le lien peut-être avec la suivante. Donc ça, c'est la représentation que propose l'ADEME de l'économie circulaire avec trois grands secteurs d'impact. Donc un premier secteur qui est sur l'offre et les acteurs économiques, avec toutes les stratégies d'approvisionnement durable, d'éco-conception dont on a parlé au mois de décembre, d'écologie industrielle et territoriale dont on a parlé au mois de juin dernier, d'économie de la fonctionnalité dont on va parler aujourd'hui. Donc également des stratégies sur la demande et le comportement, consommation responsable, sur l'allongement de la durée d'usage et sur le recyclage. Et on en reparlera tout à l'heure, mais c'est sur ces thématiques-là que portera la quatrième rencontre qui se déroulera en octobre ou novembre, en fin d'année. Voilà, je vais passer la parole maintenant à Patrice Budel, que je vais laisser se présenter, et puis très rapidement souhaiter la bienvenue également à nos trois témoins qui ont bien voulu jouer le jeu de venir témoigner de leur expérience en économie de la fonctionnalité et de nous parler de ce que ça leur apporte et également des difficultés que ça peut poser. Madame Causse, qui est directrice des gares d'Auvergne, Jean-Pierre Boll, qui est le dirigeant de la société Ecobel, et Patrick Ferry, qui est directeur du service développement des nouvelles mobilités. Études et nouvelles mobilités. Ça y est, c'est bon.